Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h45 sur studiokalita.com, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec ce matin un scoop politique de la matinée qui est celui que nous fournit le site d'information NRJ en page d'ouverture ce matin. Il s'agit d'une révélation importante, intéressante en politique intérieure israélienne. Selon ce scoop, Gideon Sa'ar, l'ancien ministre de l'Éducation, qui est devenu, on le sait, le rival de Binyamin Netanyahou, aurait proposé au Premier ministre le deal suivant: nommez-moi comme ministre important dans votre gouvernement et je m'engage à ne pas briguer la présidence du Likoud lors des prochaines primaires. Selon NRJ, Binyamin Netanyahou aurait refusé cette proposition, mais Gideon Sa'ar aurait persisté en lui proposant à nouveau de ne pas briguer la présidence du Likoud, mais cette fois pendant 2 prochaines cadences. Et pour l'instant, on ne connaît pas encore la réponse de Binyamin Netanyahou à cette seconde proposition. Gideon Sa'ar dément formellement, et c'est important de le souligner, ces révélations faites ce matin donc par Shalom Yerushalmi sur le site NRJ. Sa'ar avait quitté brusquement la vie politique israélienne en septembre 2014, officiellement pour profiter de son jeune fils qu'il a eu de son second mariage avec la présentatrice du journal télévisé de la première chaîne Géoula Even. En fait, Gideon Sa'ar aurait compris que Binyamin Netanyahou n'avait pas l'intention de renoncer à la présidence du Likoud dans les années qui allaient suivre, et il a estimé qu'il pouvait donc prendre un temps mort avant de revenir plus fort et d'apparaître le moment venu comme une sorte de sauveur du Likoud. Alors, en dépit de ces démentis, il n'est pas impossible que cette révélation donc du NRJ soit bel et bien fondée. En effet, la multiplication des affaires judiciaires autour du Premier ministre, l'affaire des sous-marins dont nous allons parler, semble l'affaiblir quelque peu sur le plan politique, et ça comprend peut-être que s'il veut un jour être Premier ministre, eh bien, il devra briguer ce poste à partir de la présidence du Likoud, d'où les motivations peut-être donc de son désir donc de revenir sur le devant de la scène politique à travers un poste de ministre au sein du gouvernement de Binyamin Netanyahou. Pour la 3e soirée consécutive, des heurts se sont produits porte des lions entre gardes frontières israéliens et fidèles musulmans qui refusent de passer les portiques de sécurité pour pénétrer sur le mont du Temple. Il y a également eu des manifestations et des échauffourées entre les manifestants et les forces de police dans plusieurs villages de l'est de Jérusalem. Les manifestants ont lancé des pierres sur les forces de sécurité, les ont insultés en scandant par exemple des slogans tels que « Il n'y a rien de mieux que de tuer des soldats ». Hier, 2 policiers israéliens et l'un des responsables du Waqf ont été légèrement blessés au cours de ces échauffourées. Des centaines de fidèles ont prié la prière du soir devant la porte des Lions et ont protesté contre l'installation de ces portiques. Peu avant, une délégation de 3 députés de la liste arabe unifiée, conduite par Ahmed Tibi, se sont rendus sur place et ont déploré l'installation de ces portiques. Ahmed Tibi, qui est le président du comité Al-Quds, le comité de Jérusalem dans le parti arabe unifié, a affirmé que ces portiques instauraient une situation nouvelle et modifiaient le statu quo. Même la branche armée du Hamas, de son côté à Gaza, a publié un communiqué de protestation en menaçant de riposte très dure si l'État d'Israël persistait à déployer ces portiques. L'affaire des sous-marins, selon le site du Ma'ariv, l'avocat David Shimron, qui est l'un des hommes les plus proches de Binyamin Netanyahou, devrait être à nouveau interrogé par la police à son retour de vacances des États-Unis. Ce serait là l'une des conséquences des révélations que Miki Ganor aurait fait aux enquêteurs après avoir accepté officieusement pour l'instant de devenir témoin à charge de l'accusation. On ne connaît pas la teneur de ces révélations, mais c'est apparemment ce qui a été décidé. Et selon certaines fuites, les révélations que Ganor pourrait faire désormais serait tellement importante qu'elle justifierait le fait qu'il bénéficie d'une amnistie totale de la part de la police et du parquet, alors que Ganor était considéré jusque-là comme le suspect numéro 1 dans cette affaire de corruption. Ceci étant, le Ma'ariv indique que le consortium ThyssenKrupp a publié un communiqué indiquant qu'après vérification, il n'avait pas trouvé le moindre indice de corruption dans le marché de vente de sous-marins allemands à Israël. Quant au Yediot Aharonot, il consacre sa manchette ce matin encore à cette affaire des sous-marins en se focalisant sur un point embarrassant dont nous avons déjà parlé, le fait qu'Israël ait accepté que ThyssenKrupp construise aussi des sous-marins pour l'Égypte alors que la défense nationale israélienne s'y était formellement opposée.
Le Yediot Aharonot révèle qu'en mai 2015, lors de la visite officielle du président Reuven Rivlin en Allemagne, celui-ci a été mandaté par le ministère israélien de la Défense. À l'époque, il s'agissait de Moshe Yaalon pour demander à Angela Merkel pourquoi l'Allemagne avait accepté de vendre des sous-marins à l'Égypte. Merkel répondit au président Rivlin stupéfait en lui montrant un document signé de la part des responsables israéliens et confirmant que des responsables israéliens avaient donné leur feu vert à ce marché sans tenir compte de l'opposition du ministre de la Défense de l'époque, donc le général Moshe Yaalon. Quant au Israël Hayom, il mentionne en manchette de son édition de ce matin que l'affaire des sous-marins pourrait bien être le sommet, on va dire le sommet de l'iceberg. Selon le quotidien gratuit, d'autres marchés de ce type, mais moins importants, auraient été falsifiés à l'aide de pots de vin. Et dans d'autres cas, ce sont des officiers supérieurs en service qui seraient actuellement donc dans le collimateur des enquêteurs de la police. Ces informations font dire au professeur Aviad Kleinberg dans la page édito du Yediot Aharonot que si Binyamin Netanyahou parvient à se sortir de toutes ces affaires judiciaires dans lesquelles il est incriminé, eh bien ce sera véritablement un magicien politique. Prise séparément, chacune de ces affaires ne l'aurait pas fait tomber, mais prise ensemble, elle laisse un véritable goût amer, écrit ce matin donc Aviad Kleinberg dans le Yediot Aharonot. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, nous l'avons dit, est toujours en Hongrie. Hier, il s'est entretenu avec son homologue hongrois Viktor Orban. Et à l'issue de cette rencontre, Orban a présenté ses excuses au peuple juif au nom du gouvernement hongrois pour n'avoir pas su protéger des centaines de milliers de juifs hongrois qui, à la fin de la guerre, alors que l'Allemagne nazie était affaiblie, ont été conduits et déportés vers Auschwitz et exterminés. Nous avons péché en collaborant avec les nazis et en n'aidant pas la communauté juive à ce moment-là, a dit Orban. Orban a également déclaré à Binyamin Netanyahou que le gouvernement hongrois aurait une tolérance zéro pour toute expression d'antisémitisme. La visite de Binyamin Netanyahou en Hongrie se déroule alors que le gouvernement d'Orban a lancé il y a quelques semaines une vaste campagne d'affichage contre le milliardaire juif George Soros, qui est d'origine hongroise, une campagne qui, selon certains, aurait des relents antisémites. Il faut tout de même préciser que George Soros est considéré comme un antisioniste qui n'hésite pas à cautionner le BDS et qui a investi des dizaines, ou même des centaines de millions de dollars pour promouvoir un agenda d'extrême gauche dans certains pays européens, en particulier comme la Hongrie. Le Yediot Aharonot et le site internet du Maariv évoquent ce matin les violations de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU par le Hezbollah. Selon cette résolution, qui, je vous le rappelle, a été votée à la fin de la seconde guerre du Liban durant l'été 2006, eh bien, le mouvement chiite ne pourra pas se positionner le long de la frontière israélo-libanaise. Or, selon des preuves de plus en plus accablantes recueillies ces derniers mois par Tsahal, eh bien, les terroristes du mouvement chiite seraient bel et bien déployés le long de la frontière. Ils auraient pour mission de recueillir un maximum d'informations sur les déploiements de forces israéliennes le long de la frontière avec le Liban, tout en se faisant passer pour des inspecteurs de l'environnement, membres d'une ONG qui porte le nom évocateur d'écologistes sans frontières. Et oui, ça paraît stupéfiant. Tsahal a dévoilé ses preuves accablantes à la veille de la session du Conseil de sécurité de l'ONU qui doit être consacrée demain, je crois, à l'action du Hezbollah dans la région. Dans Tsahal, on accuse formellement le Hezbollah de violer donc systématiquement cette résolution 1701 et on reproche également à l'armée régulière du Liban de fermer les yeux sur ces violations. Quant aux forces de l'UNIFIL qui sont déployées dans cette région, eh bien, elles sont, selon Israël, totalement inexistantes et inefficaces. Le Israël Hayom fait état ce matin en première page d'une sorte de rébellion au sein du parti orthodoxe Chasse, une rébellion pour l'instant silencieuse contre le leader du parti, Aryeh Deri. Le journal fait état d'un enregistrement dans lequel plusieurs des députés du parti débattent ensemble de l'avenir de leur formation après les enquêtes judiciaires ouvertes contre Aryeh Deri. L'un des députés déclare dans cette réunion à huis clos « Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dirigés par télécommande, par Aryeh, sous-entendu, s'il devait être inculpé et donc incarcéré dans une prison israélienne. Et nous ne pouvons pas également admettre un leadership venu de l'extérieur, sous-entendu, comme Eli Yishai, le rival de Deri, qui a été longtemps président du parti Chasse et qui rêverait de revenir sur le devant de la scène. Il faut que l'un de nous soit prêt à prendre les rênes du parti, affirme ce député qui précise également que le Rav Shalom Cohen, qui préside le Conseil des sages de Chasse, aspire aujourd'hui plus que jamais à voir à ses côtés le grand rabbin Shlomo Amar, qui a été écarté du parti par Aryeh Deri. Le Rav Shlomo Amar, qui est grand rabbin de Jérusalem et porte aussi la robe du Rishon LeZion, est très populaire dans l'électorat traditionnel de
de chasse, et le fait que le Rav Cohen ait souhaité l'avoir à ses côtés est en soi une forme de désaveu du président du Conseil des sages de la Torah envers Aryeh Deri, le leader donc du parti. Et puis le Israël Hayom nous révèle que la ministre israélienne de la Culture Miri Regev a lancé hier un appel afin d'empêcher la présentation de la pièce relatant la vie de Mohamed Merah dans le cadre du Festival d'Avignon. Dans une lettre adressée à son homologue française Françoise Nyssen, elle lui demande de tout faire pour empêcher la présentation de cette pièce très controversée. Nous devons unir nos efforts, nous ministres des démocraties occidentales, afin d'empêcher une activité artistique cautionnant d'une manière ou d'une autre le terrorisme. Fin de citation donc des propos, en tout cas de la lettre de Miri Regev à son homologue française. Reshet Bet, la radio d'information du consortium médiatique Cannes, a révélé ce matin la colère du milliardaire juif anglais Michael Gross envers l'université Ben Gurion du Negev. Michael Gross a au fil des ans été l'un des plus gros donateurs de l'université et lui a versé des millions de dollars. Mais aujourd'hui, Michael Gross affirme que l'université veut l'exclure de son conseil d'administration en raison de ses propres positions politiques. Gross a en effet décidé l'an dernier d'annuler un don très conséquent à l'université après que celle-ci ait décidé de donner la parole dans un de ses amphithéâtres à l'ONG d'extrême gauche Breaking the Silence, Shovrim Shtika. Dans une interview à la radio, Michael Gross a alors affirmé que l'université Ben Gurion était la branche israélienne du mouvement BDS, ni plus ni moins. L'université, qui a déjà été au cœur de certaines polémiques sur le comportement plutôt scandaleux de certains de ses professeurs, a réagi en affirmant qu'elle était le fer de lance de la lutte contre le BDS. Et les efforts de Gross pour salir cette réputation sont, je cite, regrettables, dixit donc l'université de Ben Gurion dans le Negev. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par une seconde révélation du site NRJ, comme nous l'avons commencé. Une révélation, il faut l'avouer, plus anecdotique, mais tout de même assez étonnante. Samedi soir, dans l'avion qui le conduisait vers Paris pour participer aux cérémonies des commémorations de la rafle du Veldiv, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a été contraint de dormir pendant plusieurs heures par terre. Et en effet, en raison du surbooking des vacances, l'avion d'El Al mis à la disposition du Premier ministre était un petit Boeing 737, plus petit que les avions qui transportent d'ordinaire M. Netanyahou et dans lesquels on installe généralement un lit afin que le Premier ministre puisse dormir. M. Netanyahou, qui souffre de sérieux problèmes de dos, a voulu donc se reposer un peu dans cet avion plus étroit qu'à l'accoutumée, et pour être un petit peu plus à l'aise, eh bien, il s'est donc allongé tout simplement sur le couloir de l'appareil. Il n'est pas certain que cela lui ait permis de passer une nuit sereine. En effet, on l'a vu lors de la cérémonie du Veldiv, assez fatigué et parfois même somnolent, on peut le comprendre. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Dans quelques instants, on retrouve Alain Michel qui nous parlera d'un livre que ces éditions Elkana vont publier à partir d'aujourd'hui, un livre qui retrace la chronologie de l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.